Corinne. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureuse naturellement d'être parmi vous pour cette journée consacrée au thème de la fraternité. Le thème de mon intervention tel qu'il figure sur le programme, Corinne y a fait allusion, c'est la laïcité, une promesse de fraternité. Alors pour tout dire, quand j'ai proposé ce titre, je voulais simplement dire à Corinne que je lui promettais que j'allais parler de laïcité et de fraternité depuis la fenêtre qui est la mienne, qui est celle du droit public. Mon propos portera sur la laïcité de la République et non pas plus spécifiquement sur la laïcité scolaire. Alors je sais bien que l'article 4 de la charte de la laïcité à l'école traite de la conciliation entre liberté, égalité et fraternité, mais comme il y a plus compétent que moi aujourd'hui en la personne d'Abdenour Bidar pour commenter cet article 4, je m'en tiendrai à une perspective juridique plus générale sur le lien entre laïcité et fraternité. Alors, à vrai dire, jusqu'au 6 juillet 2018, le droit positif français était pour le moins hésitant sur la question de la fraternité. Bien sûr, ce principe est un des termes de la devise républicaine, inscrite sur tous les frontons des édifices publics et inscrite à l'article 2 de la Constitution. La fraternité est par ailleurs mentionnée à 2 autres reprises dans le texte constitutionnel, lorsqu'est évoqué, je cite, l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité qui unit au sein du peuple français les populations d'outre-mer et là où peut-être les populations de métropole. Alors c'est un ancrage constitutionnel qu'on a vu apparaître dans la Constitution de 1848. Vous savez peut-être que les textes révolutionnaires mentionnent la liberté et l'égalité, mais pas la fraternité. Beaucoup d'auteurs jugeaient toutefois que la fraternité souffrait d'un déficit normatif et qu'il s'agissait davantage d'un concept moral que d'un principe juridique. Et ils ont été démentis le 6 juillet 2018, lorsque le Conseil constitutionnel a consacré la pleine valeur constitutionnelle du principe de fraternité, dont une des composantes, a-t-il déclaré, c'est-à-dire qu'il n'a pas défini dans sa totalité, il en a extrait une composante, est, je cite, « la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire ». La liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, et c'est sur ce fondement qu'il a déclaré que le fameux délit de solidarité qui interdit de porter assistance à des étrangers en situation irrégulière a été en l'espèce déclaré inconstitutionnel. Donc on a une composante dont on sait qu'elle a une valeur en droit positif, cette liberté d'aider autrui, et peut-être que plus généralement la solidarité, l'entraide, la volonté de préserver la liberté d'autrui, dont on n'accepte pas qu'elle soit dégradée par la précarité ou la pauvreté. C'est très certainement un versant de la fraternité que le Conseil constitutionnel va vraisemblablement explorer plus avant. Et c'est un versant de la fraternité que la doctrine avait exploré de longue date. En introduction, on a cité des sociologues, dont j'avoue humblement que je ne les connais pas. Mais la doctrine juridique a, elle, exploré ces versants ce versant solidariste, disons, du principe de solidarité, en la personne de Marcel David, qui est un historien du droit travailliste, ou Michel Borgetto, qui est un professeur de droit public. Ce sont les grandes plumes qui ont travaillé sur cette notion de fraternité, et ils font découler d'une certaine façon de la valeur fraternité tout le droit de l'aide et de la protection sociale, les politiques de redistribution, mais aussi les politiques de coopération internationale, parce que la fraternité s'éprouve dans un cadre universel autant que dans un cadre national. Tous les hommes sont frères. Alors le problème, c'est que ce premier versant de la fraternité ne me semble pas avoir de lien avec la laïcité. En tout cas, moi, je ne l'ai pas perçu. Si, dans le cours de la journée, le lien se dessine, j'en serais ravie. Mais moi, je me suis pas mal creusé la tête et je n'ai pas réussi à relier laïcité et fraternité sous cet angle de solidarité, disons, qu'elle soit nationale ou universelle. Alors, d'ailleurs, quand il y a des actions de solidarité dévoyées, par exemple, les groupes dits Solidarité française qui réservent des soupes populaires aux Français. Ce sont des soupes gauloises. Ces soupes,
naturellement, la distribution de ces soupes, lorsqu'elle est jugée illégale, ce n'est pas au nom du principe de laïcité. C'est au nom du respect de la dignité inhérente à tout homme, c'est-à-dire c'est au nom de l'unité du genre humain. Reste le second principe, le second versant de la fraternité, donc j'évacue ce versant social parce que j'ai pas réussi à ancrer, j'ai pas trouvé de prise pour parler de la laïcité. Donc c'est le versant civil et civique qui va m'intéresser ici. Le frère, ce n'est pas tout homme, c'est d'une part le concitoyen, pour le versant civique, d'autre part le voisin de palier, le collègue de bureau, le passant qu'on croise dans la rue, ça c'est pour le versant civil. Et dans ces deux sphères, civique et civile, là je pense qu'il est possible de jeter un pont entre laïcité et fraternité. En tout cas, c'est ce que je vais tenter de faire. Pour la première sphère, la sphère civique, je développerai une formule qu'on prête souvent à Jaurès, même si elle semble apocryphe. La laïcité, c'est la fin des réprouvés. Je me déplacerai ensuite vers la sphère de la sociabilité, des interactions sociales, ou, comme on dit désormais, du vivre ensemble. Alors la laïcité, c'est la fin des réprouvés, au sens où il n'existe pas, dans un régime laïque, de citoyen que sa religion, ou son absence de religion, exposerait à être un citoyen de seconde zone. Alors, bien sûr, cette affirmation vaut aujourd'hui pour tous les pays européens, puisque l'unité de foi n'est plus nulle part une condition de l'unité politique. Ce dans chaque pays européen, au cours du XIXe siècle, a été franchi ce que Jean Bobéro appelle un premier seuil de laïcité, c'est-à-dire le découplage plus ou moins complet entre l'appartenance politique et l'appartenance religieuse, entre la citoyenneté et la confessionnalité. Mais c'est le régime de laïcité dont la France s'est dotée à partir des années 1880 qui affirme, avec une force particulière, qu'on peut être concitoyen sans être le moins du monde coreligionnaire. Ce régime institue en effet une communauté politique autonome où la référence religieuse n'a aucune place. L'État est séparé des cultes. C'est bien sûr la loi du 9 décembre 1905. Alors je voudrais commencer par rappeler les 4 composants du principe de laïcité qui forment, disons, les briques ou le soutènement de ce mur de séparation entre l'État et les cultes. Je me tournerai ensuite vers la Constitution qui énonce une 5e composante de la laïcité, l'égalité devant la loi, sans distinction de religion. La séparation des églises et de l'État, chacun le sait ici, je crois, mais je pense qu'il est important de le rappeler, s'exprime de 4 manières. Par un principe de non-reconnaissance des cultes, la République ne reconnaît aucun culte. Par une règle de non-subventionnement, la République ne subventionne aucun culte. Par l'affirmation de la primauté de la loi civile sur la loi religieuse. Et par la neutralité confessionnelle de ce qui est commun à tous. Alors je vais dire un mot sur chacune de ces composantes du principe de laïcité parce qu'elle crée les conditions d'une forme de fraternité civique, d'une fraternité entre concitoyens. Alors le principe d'abord de non-reconnaissance, un petit rappel, je pense que vous le savez, mais ça mérite peut-être d'être rappelé. Le principe de non-reconnaissance renvoie à une décision unilatérale prise en 1905 qui est une décision de privatisation d'un service public, le service public du culte. Elle marque un désengagement massif de l'État qui rompt avec des siècles de contrôle et même de gestion directe des activités religieuses. C'est la fin des cultes reconnus, les ministres du culte perdent la qualité d'agents publics, les édifices du culte perdent la qualité d'établissements publics. Donc la religion est expulsée du droit public, qui était son dernier bastion, puisque depuis Napoléon, Dieu avait déjà été expulsé du code civil, du code pénal. Donc c'est maintenant le droit public qui se sépare du religieux, et les religions privatisées se déploient désormais comme de simples faits sociaux. Les pouvoirs publics ne les ignorent pas, ils entretiennent même parfois un dialogue avec elles, mais elles relèvent du droit commun des activités collectives, associatives, culturelles, commerciales, industrielles, que sais-je, avec cette différence majeure qu'elles ne peuvent pas recevoir de subventions publiques. C'est la deuxième composante, la règle de non-subventionnement, en vertu de laquelle il appartient aux églises, c'est-à-dire aux fidèles, d'assurer leur propre subsistance. L'argent public ne doit pas financer directement ou indirectement l'exercice d'un culte.
Et ça, c'est une règle qui est cruciale pour garantir la séparation du politique et du religieux, mais aussi l'égalité de traitement entre les différents cultes. Et cette règle forme une limite à l'exercice de la solidarité nationale que j'évoquais en introduction. Aujourd'hui, vous le voyez bien, avec l'épidémie de Covid et le confinement, il y a eu énormément de pertes financières qui ont été subies par un certain nombre d'entités dans la société. Alors évidemment, les entités commerciales, industrielles, etc., mais les églises aussi. La conférence des évêques de France a fait état d'un déficit, d'un manque à gagner, deniers du culte, mais aussi organisation des mariages, d'un manque à gagner très très élevé. Mais bien entendu, tous les fonds de solidarité qui ont été établis par l'État, tous les mécanismes de garantie pour les prêts bancaires, les églises en sont exclues. Parce que pas du tout, il est tout à fait hors de question que de l'argent public puisse bénéficier sous une forme ou sous une autre au culte. Donc la solidarité nationale ne joue qu'entre concitoyens. Ceux qui sont par ailleurs religieux ne peuvent tabler que sur une solidarité communautaire. Troisième composante du principe de laïcité, l'affirmation de la primauté de la loi civile sur la loi religieuse. L'homme religieux, comme vous le savez, est soumis à deux ensembles normatifs distincts. Le droit étatique, d'une part, le droit de sa religion, d'autre part. C'est une situation dite de superposition des ordres normatifs. Alors l'exemple qu'on donne en général pour illustrer cette superposition des ordres normatifs, c'est l'exemple du mariage. L'homme religieux qui veut se marier doit se marier deux fois. Une première fois devant le maire, une seconde fois devant un curé, un rabbin, un imam, etc. C'est une règle de dédoublement du mariage, qui est d'ailleurs antérieure aux lois de séparation, puisqu'elle est apparue avec la laïcisation de l'état civil en 1792. Mais c'est une règle qui illustre bien le régime laïque, puisqu'elle s'accompagne d'une règle de non-reconnaissance. Si vous êtes marié uniquement religieusement, vous n'êtes pas marié du point de vue de l'État. Règle de reconnaissance et règle de priorité, puisque c'est un délit pour un ministre du culte que de consacrer une union entre personnes qui ne sont pas déjà mariées civilement. Donc le principe de primauté s'exprime ici très bien. On se souvient peu que jusqu'aux années 1960, un certain nombre de catholiques ont fait campagne pour ne pas être ne pas être contraints à conclure un mariage civil révocable. Le mariage civil, en France, il est révocable depuis la reconnaissance du droit au divorce, donc ça fait déjà un certain temps. Mais pour les catholiques, c'est problématique, puisque le mariage est une union indissoluble. Donc ils demandaient à ce que, lors de la conclusion du mariage civil, il y ait une clause d'option qui leur permette d'affirmer que, dans leur cas, le mariage serait indissoluble. Et ce lobbying qu'ils ont effectué auprès des assemblées parlementaires qui se sont succédées s'est toujours heurté à un refus clair et net de la part du législateur. Le mariage civil est le même pour tous. Et la traduction en droit constitutionnel contemporain, je cite une décision du Conseil constitutionnel de 2004, c'est que la laïcité, le régime de laïcité, interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes. Interdite à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes. La loi civile, non seulement est la même pour tous, mais prime sur les lois religieuses ou les prescriptions religieuses. Ce qui m'amène à la dernière composante du principe de séparation, la neutralité confessionnelle des services publics, des bâtiments publics, des agents publics. Ce qui est public est à tous. Et ce qui est à tous est nécessairement coupé de toute allégeance ou même référence confessionnelle. C'est-à-dire que s'il y avait un crucifix dans la salle des mariages, la mairie ne serait plus la maison commune, elle serait en quelque sorte privatisée par une communauté religieuse. Donc la règle de neutralité confessionnelle de la sphère publique, au sens strict de sphère des règles des services, des bâtiments, des agents publics. La sphère publique, ce n'est pas l'espace public au sens qu'on utilise aujourd'hui pour désigner à peu près tout et rien. Là, la sphère publique au sens strict, c'est celle où s'applique le droit public, en quelque sorte, de manière certaine. Et donc cette règle de neutralité confessionnelle de la sphère publique peut se lire sous trois angles, comme l'expression de l'indépendance de l'État à l'égard de la religion, comme garantie de la liberté de conscience des individus, puisque une sphère publique expurgée de toute référence religieuse permet à chacun de s'extraire, mais fût-ce ponctuellement,
de l'enfermement communautaire, elle offre à chacun ce que Catherine Kinsler appelle des moments de respiration laïque, dont chacun, naturellement, est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Et enfin, la règle de neutralité peut se rattacher au principe d'égalité. L'organisation et le fonctionnement des services publics sont neutres, parce que s'ils intégraient les exigences de tel ou tel culte, certains usagers seraient favorisés par rapport à d'autres. Égalité et non-discrimination, c'est la 5e composante du principe constitutionnel de laïcité auquel j'arrive maintenant. La laïcité, c'est donc la fin des réprouvés, mais elle affirme, elle affirme corrélativement l'égalité devant la loi sans distinction de religion. Alors, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de religion, c'est ce que proclame l'article 1er de la Constitution. Notre religion, ou notre absence de religion, ne nous expose pas à être moins bien traités par l'État, et d'ailleurs l'État ne la connaît pas. Ça, c'est une des formes les plus radicales du principe de non-discrimination si on compare à d'autres situations nationales. En France, vous le savez, le recensement ne comporte aucune question sur une éventuelle appartenance religieuse, ceci d'ailleurs depuis 1876, donc c'est même antérieur à la construction laïque, construction républicaine laïque. Les dossiers des fonctionnaires, depuis le scandale des fiches de 1904, ne peuvent comporter aucune mention relative à leurs opinions philosophiques, politiques ou religieuses. Aucune mention de la religion n'est admise sur les documents d'état civil ou administratif. La feuille de paye, par exemple, ne comporte pas de mention de la religion, ce qui est pourtant la règle dans un très grand nombre d'autres pays, commencer par l'Allemagne, mais aussi les pays scandinaves, puisque l'employeur est chargé de collecter, enfin pas directement, de participer à la collecte de l'impôt d'église. Donc chaque salarié déclare, désigne la confession à laquelle il entend que soit attribuée la partie de son salaire qui sera impôt d'église. Bref, le droit au secret, très important pour garantir l'égalité, d'une certaine façon. La volonté de discriminer n'a pas de prise si on ne sait pas qui entretient quelle opinion religieuse. Et ce droit au secret a été étendu dans le dernier quart du XXe siècle aux entités privées, sauf celles qui bénéficient d'une dérogation. Par exemple, l'Église a le droit d'avoir des fichiers de ses adhérents. Ça, c'est bien normal. De même qu'un syndicat a le droit d'avoir un fichier de ses adhérents, là où une autre entité n'aurait pas le droit d'avoir ce type de fichier. Mais à l'exception de ces dérogations, la collecte et le stockage d'informations relatives à la religion réelle ou supposée des personnes constituent un délit. Nous sommes libres de croire, de ne pas croire, de cesser de croire, de changer de croyance, sans risquer d'être inquiété, sans risquer d'être lésé, ce sont des adjectifs qu'on trouve dans le texte constitutionnel, et comme acteur de la vie sociale, c'est-à-dire comme consommateur, comme salarié, comme administré, comme justiciable, il y a chaque fois une branche du droit de la non-discrimination, qui nous garantit un égal traitement sans distinction de religion. Et ce droit, invocable devant tous les juges, le juge pénal, le juge social, le juge administratif, ce droit de la non-discrimination, nous pourrons y revenir si vous le souhaitez dans la discussion, parce qu'il est bien certain qu'une discrimination est une atteinte particulièrement forte au principe de fraternité. J'en arrive au deuxième temps de ma présentation qui porte sur le lien entre laïcité, fraternité et vivre ensemble. J'ai un peu hésité parce que l'expression vivre ensemble, elle est très galvaudée, chacun le sait. Mais je l'ai retenue pour désigner simplement la civilité, la bonne intelligence, une forme, sinon d'amitié, du moins de bienveillance, qui est la marque de la fraternité. Alors, bien sûr, dans le monde social, entre nous, personnes privées, le principe de laïcité ne s'applique pas. Le principe de laïcité ne lie que des personnes privées. Je voudrais toutefois avancer 2 propositions dans le cadre qui nous intéresse ici des rapports entre laïcité et fraternité. La première, c'est que la laïcité garantit un vivre ensemble dans le respect mutuel. Il y a une solidarité entre la notion de laïcité et la notion de respect mutuel. Et la seconde proposition, c'est que la laïcité ne présuppose absolument pas
Contrairement à ce qu'on entend de plus en plus dans le cadre d'une conception identitaire de la laïcité ne présuppose absolument pas que pour vivre ensemble, il faut se ressembler. Donc je commence par cette idée de vivre ensemble dans le respect mutuel, parce que la Constitution elle-même nous y invite, lorsqu'elle désigne au titre de 6e composante de la laïcité, enfin 6e dans l'ordre non exposé, une règle de respect de toutes les croyances. À l'article 1er de la Constitution, vous avez la formule « La République respecte toutes les croyances ». Alors ça, c'est une formule qui est assez récente dans l'histoire de la construction laïque, puisqu'elle n'a été introduite dans le texte qu'en 1958. Avant, c'était inconnu. Et pourquoi cette formule en 1958 ? Parce que la Constitution de 1958 a été adoptée par référendum, comme vous savez, et les évêques de France étaient un peu inquiets sur les intentions du nouveau régime, et donc on a ajouté in extremis cette formule pour les rassurer. Mais elle n'ajoute pas grand-chose au cadre préexistant, cette formule « La République respecte toutes les croyances ». Elle signifie simplement que toutes les croyances sont juridiquement égales entre elles, que la laïcité impose l'égal traitement des cultes et des croyances, et le respect, ici, est synonyme de non-intrusion. La République respecte les croyances comme on respecte le sommeil de quelqu'un qui dort. Elle s'attache à ne pas en troubler l'exercice. Elle n'en favorise aucune. Elle ne prend pas position sur leurs valeurs relatives parce qu'elles sont extérieures à la sphère publique. Elles sont tenues à égale distance de la sphère publique. Et le mot important dans la formule « elle respecte toutes les croyances », c'est « toutes ». En fait, l'État n'a rien à dire sur la religion. Depuis 1905, il est incompétent pour tout ce qui concerne l'organisation interne des cultes, les dogmes, les rites. On n'est plus du tout au temps où c'est Napoléon qui écrivait lui-même le catéchisme qu'on enseignait aux enfants le dimanche. Là, on a un mouvement de désengagement total dont j'ai parlé dans l'introduction. Et dans ces conditions, le ministre de l'Intérieur, quand il a déclaré en mai dernier, c'était encore Christophe Castaner, il a été fortement critiqué parce qu'il avait déclaré, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment du déconfinement progressif, je pense que la prière n'a pas forcément besoin de lieu de rassemblement. Et comme on lui a très justement fait remarquer, là c'est un curé toulousain cité par Le Figaro, j'ai trouvé sa remarque très juste, il a dit « Le rôle du ministre de l'Intérieur est de garantir la liberté de culte, en aucun cas de nous expliquer comment l'exercer ». C'est sûr, si les catholiques considèrent que la prière s'exerce collectivement, c'est certainement pas au ministre de l'Intérieur d'expliquer le contraire. Donc c'est d'évidence même, le respect de toutes les croyances, c'est de ne pas en dire un mot. En revanche, dans la société, le respect des choix confessionnels des uns et des autres s'entend de façon tout à fait différente. Nous, contrairement au ministère de l'Intérieur, nous sommes parfaitement libres de critiquer la religion, ou une religion en particulier. Lorsque Michel Houellebecq a déclaré que la religion la plus con, c'est quand même l'islam, il est vain de le poursuivre devant les tribunaux, puisqu'il fait là un usage à la fois légal et légitime de sa liberté d'expression. Et il en va de même pour la jeune Mila, lorsqu'elle écrit sur Instagram que la religion, c'est de la merde. Donc, nul n'est tenu de respecter la religion d'autrui ou la religion en général. Est-ce que l'expression du mépris ou la simple dérision peut blesser ? Oui, évidemment. Même ceux d'entre nous qui sommes les plus farouchement athées le savent. Mais sur cette question de la blessure, je voudrais évoquer un article de Denis Moreau, qui est professeur de philosophie, qui est par ailleurs catholique pratiquant. Je le dis parce qu'il le dit lui-même. Il avait publié, quelques jours après les assassinats du 7 janvier 2015, il avait publié dans la revue Esprit un article intitulé « Le droit au blasphème ». Et Denis Moreau rapporte assez longuement dans ce texte le sentiment d'outrage, la peine qu'il avait ressentie au moment des débats sur le mariage pour tous, lorsqu'il avait découvert une de Charlie Hebdo intitulée « Monseigneur Jean XXIII a 3 papas » et qui montrait le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui se sodomisaient les uns les autres. Et pour lui, ça a été, sans doute pour la plupart des catholiques, pour beaucoup de catholiques, une très grande blessure. Mais, ce qu'explique Denis Moreau dans ce texte, c'est que si lui peut s'exprimer publiquement, par exemple en expliquant que l'avortement est un crime, c'est aussi parce que ce genre de dessin peut s'afficher librement dans les kiosques. Et que ma liberté, écrit Denis Moreau,
est à la mesure exacte de celle qu'on reconnaît à ces bouffeurs de curés, elle serait mécaniquement mesurée de rétrécissement si la leur venait à s'amenuiser. Et mécaniquement, je trouve que c'est un adverbe très juste. Et la limite, fixée en droit français dès 1939 par un décret-loi dit Marchandeau, réaffirmé par la loi Pleven du 1er juillet 1972, la limite, c'est l'atteinte à la dignité des personnes par l'insulte. C'est-à-dire qu'entre frères, on peut se parler durement, on peut se moquer les uns des autres, mais on ne doit pas chercher à se détruire. Et l'atteinte portée à la dignité par certains types de propos a été thématisée sous l'angle de la fraternité. En 1939, lorsque l'injure est apparue, enfin le concept d'injure à raison des convictions religieuses, et en 1972 aussi, ça a été réaffirmé. En 1939, l'exposé des motifs du décret-loi Marchandeau évoque, je cite, le sentiment de fraternité qui unit tous les membres de la famille française. Et en 1972, la loi a été justifiée, je cite un extrait des débats parlementaires, de la manière suivante. Ceux qui élèvent la voix pour insulter, diffamer, humilier des hommes et des femmes, voire des enfants, à cause de leur race ou de leur religion, portent un coup mortel à un humanisme fondé sur la fraternité entre tous les hommes. Donc lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sont injuriées ou diffamées à raison de leur religion réelle ou supposée, la limite est franchie. Pour prendre des exemples tirés d'affaires récemment jugées, on peut écrire que Mahomet est pédophile, on ne peut pas laisser entendre que tous les musulmans pieux sont pédophiles. On peut écrire que le Coran comporte des incitations au meurtre, mais on ne peut pas soutenir que les musulmans sont en tant que tels des meurtriers en puissance. Donc évidemment, il y a des cas où la limite entre les deux est ténue. Hein, la frontière est ténue et difficile à identifier. Mais le principe, il est là, il est très clair. Et en dehors même du champ d'application de la loi de 1972, c'est-à-dire les propos publics, on a tous été témoins de cette situation à l'Assemblée nationale, enfin témoins, en tout cas on a tous entendu parler de cet épisode à l'Assemblée nationale où des députés ont quitté une salle où était venue témoigner, où était auditionnée une responsable de l'UNEF parce qu'elle portait un voile. Et je pense que là, la ligne de partage est très claire. On peut juger rétrograde, sexiste, obscurantiste le port du voile islamique, on peut l'écrire, le chanter, le crier. Mais prendre à partie une femme voilée, en lui faisant savoir qu'elle n'a pas sa place dans le cadre d'une audition à l'Assemblée nationale ou sur les bancs du public du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, vous vous souvenez aussi de cette affaire où une dame avait accompagné, comme mère d'élèves, accompagné des enfants, des élèves, et qu'un personnage, un d'élu, s'est levé pour lui demander de partir. Ça, c'est une humiliation publique d'une personne, et ça n'a rien à voir avec un débat d'idées, même virulent. Donc, invoquer la laïcité pour imposer un code vestimentaire, un régime alimentaire, des règles de sociabilité particulières, c'est évidemment détourner la laïcité. Le régime laïque ne s'est jamais fixé pour objectif d'éradiquer les différences de croyance, ni les différences de mœurs qui peuvent en découler. Ce qu'il se borne à faire, c'est de leur dénier toute pertinence politique. C'est-à-dire que ceux qui sont contre le mariage de même sexe, entre personnes de même sexe pour des raisons religieuses, ils vont devoir trouver un autre argument que la Bible pour être audibles au Parlement ou dans le cadre d'une réunion publique. Dans leurs églises, ils peuvent parfaitement dire que cette loi offense leur Dieu. Mais il y a un découplage qui doit s'opérer entre ce qu'on dit en tant que citoyen et ce qu'on dit en tant que coreligionnaire et entre coreligionnaires. Vivre ensemble sans se ressembler, qui est mon dernier point, suppose une certaine bienveillance réciproque, une forme minimale de compréhension mutuelle, de tolérance. En fait, cette forme d'indulgence qu'on a entre frères. L'indulgence, la volonté de rechercher des accommodements, et même la propension à fermer les yeux sur des comportements qu'on désapprouve. Je ne vais pas dire que le droit de la laïcité les impose. Là, ce serait excessif, ce serait vraiment tirer trop loin le droit de la laïcité. En revanche, je peux affirmer que la mise en œuvre de ce droit s'accompagne, depuis l'origine, d'un pragmatisme, d'un souci de l'autre, de la recherche d'un compromis qui n'a rien à voir avec une compromission, puisque
C'est un compromis qui vise à garantir la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors ces compromis avec la règle de laïcité, dans les différentes de séparation, disons, dans les différentes composantes que j'ai indiquées, ces compromis peuvent revêtir plusieurs formes. Je vous donne quelques exemples, parce qu'il me reste une dizaine de minutes. La plus radicale, c'est l'autolimitation du droit étatique au profit de poches d'autonomie normative, où seul le droit religieux s'applique. Par exemple, le droit du travail, vous le savez tous, n'est pas applicable aux communautés religieuses. Le clergé catholique n'est pas soumis aux règles relatives au salaire minimum. Il n'est pas soumis aux règles relatives à l'égal traitement entre les hommes et les femmes. Bref, il y a une auto-limitation du droit étatique pour laisser prospérer des sociétés de frères, mais de frères particulières, des sociétés particulières, des communautés religieuses qui vont vivre sous leurs propres lois parce que le droit étatique a accepté de s'auto-limiter au nom du respect de la liberté de culte. L'autre hypothèse, l'autre forme, la deuxième, c'est la forme de la dérogation inscrite dans la loi. Loi qui, bien sûr, peut toujours être modifiée. C'est pas très fréquent en droit français, la forme de la dérogation, mais on connaît tous l'exemple de la loi qui impose l'étourdissement des animaux de boucherie avant leur mise à mort. Ça, c'est la loi commune. Néanmoins, il y a une dérogation au profit de l'abattage cultuel. Puisque certains cultes, deux essentiellement dans la situation française, le culte, le judaïsme et l'islam, ne permettent pas, s'opposent à ce que soient étourdis ces animaux de boucherie, tout au moins dans certaines interprétations. En tout cas, la loi accorde une dérogation, ce qui n'est pas du tout le cas d'un grand nombre de pays européens, et qui d'ailleurs sera bientôt, c'est une question qui sera bientôt tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne sur ce terrain-là de l'abattage cultuel qui est désormais interdit dans un nombre croissant de pays européens au nom du bien-être animal. Troisième forme de compromis ou de manifestation de bienveillance, de compréhension, d'indulgence, c'est l'exemption. L'exemption, alors, c'est pas comme une dérogation, parce que l'exemption, c'est ponctuel, c'est accordé unilatéralement. On a tous à l'esprit le cas de l'autorisation d'absence accordée aux agents publics ou aux élèves pour motif religieux. C'est pas un droit, c'est une exemption qui, si les nécessités du service le permettent, sera accordée, une autorisation d'absence. Quatrième forme, le blocage ciblé de l'application d'une norme étatique. En clair, la norme, elle est applicable, donc on n'est pas, comme tout à l'heure, dans l'hypothèse de l'auto-limitation du droit étatique. La norme est applicable, elle ne comporte pas de dérogation quand on la lit, elle n'ouvre pas une faculté d'exemption, toujours quand on la lit, mais ce qui se passe, c'est qu'on ne l'applique pas. Le parquet n'engage jamais de poursuite, on ne l'applique pas, l'État décide de ne pas l'appliquer. Et le cas ici, c'est celui de la circoncision rituelle. Le cas de la circoncision rituelle, c'est-à-dire qui ne poursuit aucun objectif médical. La circoncision rituelle, en droit, c'est une mutilation, c'est-à-dire c'est une atteinte à l'intégrité corporelle d'un mineur, c'est une violence ayant entraîné une mutilation. Il n'y a pas d'autre qualification possible. Mais on ne poursuit jamais. C'est le blocage ciblé de l'application d'une norme étatique qui, en effet, à tout moment, peut être réactivée. On l'a vu en Allemagne quand un tribunal de Cologne a décidé de poursuivre, a accepté que des poursuites soient intentées. Mais c'est une forme de tolérance, précaire par définition, puisque rien ne s'oppose à ce qu'on réactive la pleine application de la loi. Les pouvoirs publics ferment les yeux devant une pratique qui viole la loi commune, parce que le registre de la tolérance est un registre finalement proche de certaines conceptions, en tout cas, de la fraternité. Et dans un registre voisin, c'est le dernier, l'avant-dernier, on a des pratiques d'accommodement ou d'arrangement. C'est-à-dire on ne reconnaît pas un droit, mais sans reconnaître un droit, on adapte le fonctionnement d'un service public pour le rendre compatible avec les exigences d'un culte. Ça, c'est l'exemple bien connu des cantines scolaires qui proposent des menus de substitution. Vous savez qu'à ce jour, en tout cas, les pouvoirs publics n'ont aucune obligation de proposer des menus de substitution. Ils le font. Ils le font, c'est parce qu'on prend en compte le dilemme que constituerait pour certaines familles le choix entre manger des aliments proscrits par la religion ou ne pas manger du tout. Donc on propose un moyen terme.
Mais encore une fois, c'est sur le mode unilatéral, le mode de la tolérance, le mode de la bienveillance. C'est l'administration qui décide, elle pourrait ne pas décider. Et puis la dernière étape est franchie lorsque les pouvoirs publics organisent eux-mêmes, activement, le contournement de la loi de séparation. Par exemple, l'État organise lui-même, lors de la fête dite du mouton, l'abattage de milliers de moutons. C'est complètement illégal. D'abord, c'est illégal d'égorger un mouton en dehors d'un abattoir, a fortiori sans l'étourdir au préalable, mais chaque année, les préfets aménagent des sites dérogatoires de sacrifice avec le concours des services vétérinaires de l'État et celui des collectivités. Donc ça, c'est vraiment, l'État s'engage dans le contournement de la légalité pour permettre cette fête, le déroulement d'une fête qui concerne un très grand nombre de citoyens et d'habitants de la France. L'autre exemple, c'est celui des carrés confessionnels dans les cimetières municipaux, qui sont interdits par la loi. Et bien sûr, ils sont encouragés par la circulaire, depuis longtemps, depuis 1975, et on a des circulaires qui se renouvellent fréquemment. On incite les collectivités à organiser, à avoir dans leurs cimetières des carrés qui évidemment ne seront pas séparés par des haies. Je reviendrai à la question de la séparation physique tout à l'heure. Ils ne sont jamais séparés du reste, mais il n'y a pas de séparation matérielle, vous ne le voyez pas en entrant dans le cimetière, mais qui donc sont destinés à recevoir les dépouilles d'administrés de confession musulmane ou juive. Enfin, plus exactement, ceux disant de confession musulmane ou juive, parce que naturellement, les pouvoirs publics n'ont rien à contrôler sur ce terrain, ni les familles. Donc, en tout cas, une circulaire qui dit le contraire de ce que dit la loi, vous voyez bien que là, on est... Enfin, si vous n'êtes pas juriste, ça vous fait peut-être pas hérisser les cheveux sur la tête, mais c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Donc, ma question pour conclure, c'est où placer le curseur, en fait, là, entre ces différentes formes d'aménagement, de neutralisation de la règle de séparation, dans toutes ses composantes, et l'impératif de fraternité. Où placer le curseur ? Parce qu'il y a un moment donné où l'aménagement s'analyse comme un abandon complet. Donc il faut quand même pouvoir dire là, c'est trop. Alors les limites classiques qui valent pour tout aménagement d'une règle, c'est les limites tirées de la protection de l'ordre public. Il est bien certain que si dans certaines communautés religieuses, on indique que la polygamie est un droit, c'est le cas des Mormons par exemple, la réponse sera non. Parce que la polygamie porte atteinte à l'ordre public. Donc on n'ira pas jusqu'à aménager la règle en ce sens. Autre exemple de limite classique, c'est la continuité du service public. J'y faisais allusion pour la question des autorisations d'absence. Autre limite, c'est l'impossibilité de créer des droits spéciaux au profit de certaines catégories de citoyens définies par leur religion. Donc ça, ce sont des limites classiques. Ordre public, continuité du service public, maintien d'une loi commune. Interdiction donc de droits spéciaux. Mais je voudrais parler de deux autres grandes limites qui me semblent avoir un rapport avec la fraternité. La première limite, c'est que chacun doit faire un pas vers l'autre dans ses affaires d'accommodement. Il doit y avoir une forme de réciprocité, il doit y avoir une forme de concession mutuelle. Pour reprendre deux exemples que j'ai cités, sur les sites dérogatoires de sacrifice, ce n'est pas le père de famille qui égorge lui-même le mouton qu'il a acheté. Alors au début, on avait dit « Ah, mais jamais les Turcs, enfin certains Turcs, les Turcs d'Alsace, n'accepteront cela, car dans ce groupe culturel, c'est le père qui doit égorger, etc. » En réalité, ils ont accepté. C'est un peu donnant-donnant, ou en tout cas un accommodement. L'État organise la possibilité d'égorger ce mouton en sens inverse. Il impose, enfin en contrepartie, il impose que cet égorgement soit réalisé par un sacrificateur habilité. Donc chacun fait un pas. Et l'autre exemple, c'est sur celui des inhumations. Vous savez que normalement, enfin semble-t-il, dans la religion musulmane, l'inhumation doit avoir lieu en pleine terre. Cela s'oppose à une règle de l'ordre public français qui est relative à la salubrité. Les personnes doivent être inhumées dans un cercueil, elles ne peuvent pas être inhumées en pleine terre. Mais le pas que font pas mal de familles musulmanes, c'est de dire, bon, c'est un petit compromis, c'est un petit subterfuge qui consiste à placer de la terre dans le cercueil. Donc voilà, vis-à-vis de Dieu, c'est bien, on est en pleine terre, et vis-à-vis du maire, c'est bien aussi parce qu'on est dans un cercueil. Donc ces accommodements sont en revanche impossibles quand on est face à des revendications individuelles ou collectives qui se donnent comme indiscutables.
Donc, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Et ma foi, ça ressemble un peu à ce qui se passe entre frères. Quand on est fâché ou quand on n'est pas d'accord, chacun fait un effort vers l'autre. Et la seconde limite, qui est liée aussi à la fraternité, elle est la seconde limite donc à la pratique de l'accommodement. Elle est d'ordre symbolique et je crois qu'elle joue un rôle très important dans la culture politique française, un rôle très puissant. Cette limite symbolique, c'est la séparation des corps, la séparation dans l'espace. Le retrait physique. Bon, je ne vais pas dire le séparatisme, parce qu'on a bien compris que c'est un peu connoté en ce moment, mais le retrait physique, la séparation, c'est perçu comme très difficilement tolérable en France. Et pour bien voir la différence, j'ai trouvé un exemple qui me semble intéressant. C'est pendant les révolutions françaises et américaines, qui sont à peu près contemporaines, comme vous savez, s'étaient organisées des gardes nationales, donc avec des contingents, des bataillons de citoyens qui allaient exercer des fonctions de maintien de l'ordre. Et dans chacun, de part et d'autre de l'Atlantique, il y avait des gardes nationaux qui souhaitaient respecter le repos du Shabbat. Donc le même problème se pose de part et d'autre. Et la solution est radicalement opposée. Aux États-Unis, on a trouvé l'idée vraiment très pratique et très commode et qui tombe en quelque sorte sous le sens, c'est de créer des bataillons juifs. Alors qu'en France, cette idée a été repoussée avec horreur, puisqu'il n'était pas envisageable symboliquement d'avoir des bataillons séparés pour des personnes définies à raison de leur confession. Et donc, on est revenu à la pratique, on a institué la pratique de l'exonération, quand il y avait dans certains bataillons des personnes demandant une exemption le samedi, on leur accordait. Mais pas de séparation. Et vous avez le même problème avec les cantines. Dans cette affaire de cantine, on brandit très fréquemment comme un repoussoir, et c'est un repoussoir. L'idée de tables séparées où on servirait de la nourriture distincte aux élèves, et c'est toujours présenté comme quelque chose d'inenvisageable. Et cette séparation, c'est une limite très forte aux aménagements qu'on peut consentir aux règles de laïcité. Donc dans cette double limite, sans oublier les premières que j'ai mentionnées, ordre public, continuité du service public, etc., dans ces limites, donc, l'adaptation de la règle commune, la règle de laïcité, est possible. Et tout compte fait, il me semble que le principe de fraternité du cœur, fraternité de l'esprit, offre un guide assez sûr pour savoir quand ces aménagements sont souhaitables. J'ai donc réussi à raccorder le principe de laïcité au principe de fraternité et je vous remercie pour votre attention. Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations, cette mise au point très très précise. Je me pose néanmoins une question. Est-ce que le concept de blasphème existe en droit français ou non? Ah ben non, pas du tout. Parce qu'on en parle beaucoup actuellement. Ah non, mais le concept ne peut pas exister, puisque le blasphème, c'est l'atteinte à la divinité. Et puis que la divinité, ça fait quand même longtemps qu'on n'en a plus entendu parler en droit français. Elle a complètement disparu. Ah non, il ne peut pas du tout y avoir le moindre concept de blasphème. Impossible. Donc ce qu'on entend est pas fondé, y compris à la télévision, à la radio, etc. Oui, on en parle par référence au discours de ceux qui croient au blasphème. Mais on n'a peut-être pas raison d'épouser leur vocabulaire, de reprendre à notre compte leur vocabulaire. C'est sans doute une source de confusion. Mais non, il y a évidemment aucun la notion même de blasphème n'est pas conceptualisable en droit français, puisqu'elle suppose la référence à une transcendance qu'on ne connaît pas. Nous sommes confrontés au sein des écoles aux mamans qui portent le voile, qui sont amenées à rentrer dans les écoles où là ça ne pose pas forcément de problème pour X raisons, récupérer un cartable ou autre, mais se pose la question de l'accompagnement scolaire. Donc on est sur un temps scolaire, a-t-on le droit, ou est-il écrit quelque part, a-t-on le droit d'emmener une maman qui serait voilée pour accompagner au musée, accompagner à la piscine, etc., etc. Alors, vous savez bien que ce problème n'est pas tranché juridiquement, puisque les ministres, courageusement, les uns après les autres, refusent d'adopter la moindre circulaire sur ce sujet. La seule circulaire de rentrée, c'est celle de la rentrée 2012, la fameuse circulaire Châtel, qui autorisait les chefs d'établissement à. C'est pour ça qu'on ne peut même pas attaquer cette circulaire, puisqu'elle autorise à, donc elle n'est pas impérative, elle ne fait pas grief, on ne peut pas l'attaquer devant un juge. Mais jusqu'alors, les ministres ont toujours pris des positions
Mais comme ça, dans des déjeuners, dans des dîners en ville, dans des interviews, enfin toutes choses qui juridiquement n'ont pas la moindre portée. Donc par ailleurs, les juridictions administratives n'ont pas non plus été appelées, sauf en première instance, ce qui est donc n'est pas suffisant pour créer une règle, n'ont pas été appelées à statuer. Dès lors, chacun fait un peu ce qu'il veut, je crois. Hein, c'est-à-dire les conseils scolaires qui sont, c'est bien ça, les conseils d'école qui participent à la rédaction des règlements intérieurs, adoptent un peu les règles qu'ils veulent, en fonction, je le crains, des rapports de force locaux aussi. Donc, je crois que là, on est typiquement dans la configuration que j'ai tenté d'évoquer à la fin, où le principe de fraternité pourrait fournir un guide sur le point de savoir si on doit autoriser ou pas ce type de pratique. Moi, je pense qu'on pourrait faire une sorte d'expérience de pensée. Est-ce que si c'était ma sœur qui était, à qui on refusait de faire l'accompagnement de l'école au musée de la piscine à Roubaix, est-ce que si c'était ma sœur qui se réjouissait follement d'aller visiter ce musée et à qui on interdisait d'y aller à cause de son masque, comment je réagirais? Est-ce que je trouverais que c'est bien? Et je pense que non, c'est pas bien. Enfin, je pense que chacun peut éprouver en lui-même que là, la règle est trop dure. L'application de la règle est trop dure. Sans compter que l'application de la règle est peut-être pas dans son fondement, est peut-être un peu hésitant, parce que le fondement de la règle, pour les agents publics, on le voit, bien entendu. Il est évident que jamais un instituteur, un professeur ne pourra manquer à la règle de neutralité, parce qu'elle est consubstantielle au service public de l'éducation nationale. En revanche, pour une personne qui accompagne, est-ce qu'elle participe vraiment à l'activité éducative? Enfin, vous connaissez comme moi toute la réflexion autour de ça. Hein. Je me dis que le fondement de la règle est peut-être un peu trop mouvant pour autoriser son application stricte, notamment au compte tenu de ses effets sur les élèves, notamment les enfants des mères, des femmes voilées, et sur les femmes en question. Donc, mais en tout cas, ça, je ne vous donne que mon point de vue, parce que je peux pas vous présenter de règles, il n'y en a pas. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention qui est très éclairante effectivement sur le plan juridique. J'aurais juste peut-être une proposition de réflexion alors de mon point de vue qui est la philosophie. Justement pour répondre à votre interrogation de départ, c'est-à-dire est-ce qu'on peut aller au-delà d'une approche de la fraternité dans un cadre politique et civil et réfléchir à la dimension sociale, sans doute qui est derrière le propos de départ quand vous disiez je n'ai pas pu aller au-delà de la dimension politique et civile. Alors pour ma part, et on est un certain nombre à avoir travaillé sur ça, je pense en France sur un plan philosophique en tout cas, la manière d'approcher le républicanisme et la notion de fraternité en posant la question sociale comme elle s'est posée très longuement au XIXe siècle, permet justement d'essayer de réfléchir à ça et de voir justement le glissement de la citoyenneté politique vers la citoyenneté sociale et une forme de laïcisation du concept de fraternité du XIXe siècle jusqu'à la création de la sécurité sociale et à tous ces enjeux-là. Et à mon avis, c'est peut-être là la manière d'y réfléchir, c'est-à-dire prendre en compte la manière dont l'État républicain progressivement se sépare de l'Église et des Églises, y compris dans la manière d'envisager les droits sociaux des citoyens. Il me semble qu'on a là une manière d'envisager les choses. On a le moment de 1900 où le premier des droits fondamentaux est mis en valeur, la question de l'instruction. Et ensuite, au XXe siècle, avec le développement des droits sociaux, la possibilité d'avoir une autre approche de la citoyenneté et de la fraternité de ce point de vue-là, qui met en valeur le versant social et qui permet du coup de mettre de côté aussi des formes de domination qui avaient existé par le passé sur le plan patriarcal, clérical, dans la manière d'envisager l'entraide du quotidien. Une référence peut-être qu'on est un certain nombre sur laquelle on est un certain nombre à avoir travaillé, c'est simplement en 1848, celle de Renouvier, qui quand il définit la République fraternelle, la met sur deux bases fondamentales, le droit à l'instruction et le droit au travail, les deux étant indissociables pour penser justement la manière de construire une république fraternelle dans le manuel républicain de l'homme et du citoyen.
Oui, merci. J'aurais dû reprendre Nouvier, parce qu'en plus, je l'ai chez moi, le menu. Je l'ai dans ma bibliothèque. Mais quand même, il me semble que le solidarisme auquel vous faisiez allusion a des racines religieuses, mais d'autres aussi. C'est-à-dire quand même que toute la construction durkheimienne, la philosophie d'Auguste Comte joue autant, peut-être même plus que la référence religieuse dans la construction théorique du solidarisme, mais à la Léon Bourgeois, disons. Mais... D'accord, je comprends. Mais c'est pas parce qu'on a une construction laïque du principe de solidarité ou de fraternité qu'il y a un lien entre le principe de laïcité et le principe de solidarité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on voit bien que la conception de la solidarité est laïque, au sens déconfessionnalisé, mais la laïcité, c'est beaucoup plus que la déconfessionnalisation. La laïcité, c'est, enfin, au sens de séparation, c'est pas, il n'y a pas de lien direct avec la déconfessionnalisation d'ailleurs. Aux États-Unis, il y a un système extrêmement laïque, mais la déconfessionnalisation, elles en sont très très loin. Donc il n'y a pas de lien direct en fait entre les deux. Je pense que là, on joue un peu sur les mots. Enfin, on joue un peu sur les mots. On prend le mot dans deux sens différents. Ok. Volontiers. Merci pour l'intervention. J'avais une question sur la question de la dynamique du droit, de la dynamique du droit de la laïcité. Aujourd'hui, je vais m'expliquer. Vous avez parlé du principe de neutralité qui concerne l'État, effectivement. Et ma question était sur certains éléments où on a le sentiment que la neutralité concerne de plus en plus les individus. En tout cas, il y a certaines réglementations, par exemple la possibilité de plus en plus pour les entreprises de restreindre la liberté d'expression des salariés sur le port de signes, par exemple. Je pense aussi au règlement de l'Assemblée nationale. La République, elle est laïque depuis, en tout cas, au moins 1905 ou au moins 1882 avec l'école publique laïque. Mais c'est seulement il y a 2 ou 3 ans que l'Assemblée nationale interdit le port de signes religieux dans l'Assemblée. Donc, quelques petits exemples juste pour demander, est-ce que dans l'avenir, cette digue qui avant protégeait apparemment les individus sur la possibilité d'expression de leur appartenance religieuse, puisque la neutralité concernait a priori que l'État, est-ce que cette digue est en train, est-ce que vous l'observez sur les éléments de droit ou sur des éléments de justice qui sont rendus, de décision, est-ce que cette digue petit à petit est en train de céder? Est-ce qu'on a une vision extensive de la laïcité qui commence à arriver sur une neutralité qu'on demande un peu aux individus de plus en plus sur tous les moments de la vie? Parce que entre le moment où je suis en entreprise, le moment où, puisqu'il y a aussi plein de propositions de loi sur interdire le port sur telle partie du moment de vie, ça commence à devenir assez important dans le temps de vie, j'ai envie de dire, d'un individu, où on a l'impression qu'on repousse seulement à la sphère du domicile finalement, ou du lieu de culte, cette possibilité même d'exprimer son appartenance religieuse. Ok. Alors, sur cette thèse de l'extension du principe de neutralité en dehors de la sphère publique stricto sensu, je sais qu'il y a beaucoup de littérature, essentiellement pour dénoncer cette extension comme étant illégitime. Ce qui m'a toujours gêné, c'est que cette thèse de l'extension, elle s'appuie quand même sur pas grand-chose. Vous avez donné en tout et pour tout 2 exemples. Vous avez donné l'exemple de la modification du règlement de l'Assemblée nationale et vous avez donné l'exemple de la loi El Khomri qui permet aux entreprises d'introduire dans le règlement intérieur une neutralité. Dans les 2 cas, c'est sur les terrains naturellement confessionnels, politiques et philosophiques. Bon. Ce sont les 2 seuls exemples que vous pouvez donner, parce que après on peut penser à toutes ces espèces de psychodrames qu'on a vus sur le Burkini, sur les plages, etc. Évidemment, on a tous à l'esprit des espèces de mini-crises de nerfs, presque toujours autour du voile d'ailleurs, qui se sont déroulées ici et là. Mais chaque fois, le juge est intervenu pour dire « Attendez, vous vous trompez sur le principe de laïcité, c'est pas du tout ça le principe de laïcité. Jamais de la vie, le principe de laïcité ne va expliquer comment on doit s'habiller sur une plage. C'est de la folie furieuse. » Donc, tous ces exemples que vous donnez, en fait, pas vraiment de consistance juridique, sauf donc les 2. Sur le règlement de l'Assemblée nationale, moi je partage votre avis selon lequel c'est délirant. Pour une bonne et simple raison, c'est que par exemple sur les assemblées des collectivités territoriales, un conseil départemental, un conseil régional, etc., chacun peut venir avec un voile, avec tout ce qu'il veut. Et là on a de la jurisprudence, de la chambre sociale, de la chambre criminelle, de la Cour de cassation. Un élu
si c'est pas quelqu'un qui fait des choix et qui peut s'exprimer en conscience de manière aussi libre que possible, on sait plus ce que c'est. Alors on n'est plus dans le cas d'un mandat représentatif là. Donc interdire, limiter la liberté d'expression des élus sur le terrain philosophique, politique, vous avez pensé à ça, politique, vous vous dites c'est dingue. Donc politique, philosophique et religieux, limiter la liberté d'expression des élus, c'est fou. Donc ce règlement de l'Assemblée nationale, il est intervenu en riposte à une provocation, ou je ne sais pas, d'un député France Insoumise qui était arrivé avec un t-shirt de soutien à des grévistes. Alors je ne sais plus exactement ce que c'était. Mais donc il y a eu une volonté de resserrer un peu les boulons, si je peux dire, en termes d'ordre public au sein de l'Assemblée, dans le déroulement des débats. Mais personnellement, c'est très choquant. Moi aussi, ça me choque beaucoup. Mais ce n'est pas vraiment une progression de la règle de la neutralité confessionnelle, c'est de la neutralité tout court au sein de l'Assemblée nationale. Pour ce qui concerne les entreprises, sachez qu'on n'a aucune idée du nombre de règlements intérieurs qui ont effectivement été modifiés. Aucune idée. C'est pas faute de chercher. Hein. Moi, j'ai très souvent essayé de me les procurer auprès de la direction du travail, puisque normalement, vous savez qu'un règlement intérieur est toujours notifié à l'inspection du travail, et puis c'est centralisé dans les directions du travail. Bon, bref, on ne sait pas combien il y a de règlements qui ont été modifiés en ce sens. À ce jour, on n'a aucun contentieux. Est-ce que les entreprises se sont saisies de cette disposition, ou est-ce que c'est comme d'habitude une sorte d'enfumage, d'affichage? Allez savoir. En tout cas, cette thèse de l'extension incontrôlée de la neutralité, etc., il faut quand même la prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'elle n'a pas beaucoup de consistance quand on regarde concrètement. Qui est-ce qui est dans la Cour européenne ? Non, pas du tout. Ah non, on l'a pas, excusez-moi, mais pas du tout. L'affaire, la question préjudicielle qui a été posée, l'affaire Micropole qui a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne, il n'y avait pas du tout de règlement. C'était une dame d'entreprise toulousaine, je crois, qui avait été envoyée en mission, une ingénieure informatique qui avait été envoyée en mission, qui fait la mission chez un partenaire commercial, et elle a un voile. Et donc le partenaire commercial dit à l'employeur, pas de voile la prochaine fois. Et comme elle refuse, l'employeur, lui, ça ne le dérangeait absolument pas qu'elle ait le voile à l'intérieur de l'établissement, mais c'est quand elle partait en mission. Et comme elle a refusé de l'ôter, elle a fait l'objet d'un licenciement. Et c'est ce licenciement dont la Chambre sociale de la Cour de cassation a demandé à la Cour de justice de vérifier qu'il était compatible avec le droit de l'Union, la directive 2078, qui protège contre la discrimination à raison de la religion. Et la Cour de justice a répondu non. Mais ça n'a rien à voir avec le règlement intérieur, puisque justement, il n'y avait pas de règlement intérieur. Et en revanche, le règlement intérieur qui interdit l'expression des convictions religieuses, philosophiques et politiques dans l'entreprise, il y avait une question belge. Et la Cour a répondu oui, ça va, à certaines conditions. Si l'employeur est capable de reclasser au sein de l'entreprise, par exemple, aujourd'hui, en droit de l'Union, un employeur peut interdire le port du voile, on va prendre l'exemple du voile, à tout salarié qui a un contact avec la clientèle. Mais il doit reclasser la salariée à un autre poste. Vous voyez, c'est quand même encadré, si on peut dire. Mais la preuve que ça n'a rien à voir avec la laïcité, c'est que la question vient de Belgique. Dieu sait que c'est concordataire, hein. Il n'y a rien de moins laïque que la Belgique. Enfin, si, sans doute, mais en tout cas, c'est pas laïque. Et donc, la question venait de Belgique, et la Cour de justice de l'Union européenne n'applique pas du tout de principe de laïcité. Donc, la question de la neutralité ne s'entend pas exclusivement dans le cadre laïque, loin de là. La preuve en est cette affaire Ashbita dont nous parlons. Merci pour cet exposé. Et je pense que l'aspect juridique, c'est vraiment important pour avoir les fondements de ces notions. J'avais juste une question, enfin une demande de précision parce que j'avoue que je n'ai pas l'information. Concernant la séparation Église-État et donc les conséquences en matière d'état civil. En matière d'état civil, la séparation Église-État, je crois que les Français algériens
qui étaient donc français musulmans en France, sur leur carte d'identité, après 1905, il était écrit français d'origine musulmane. Alors, je ne sais pas bien jusqu'à quand est-ce que... la loi de 1905 ne s'est jamais appliquée en Algérie, donc déjà, c'est impossible. La loi de 1905 ne s'est jamais appliquée en Algérie. Mais c'était les Français qui vivaient en France, avaient une carte d'identité français, mais c'était inscrit musulman. Ah, en France métropolitaine ? Oui. Ah, mais alors là, ça renvoie au statut personnel. Le statut personnel, qui est autorisé par la Constitution, à l'article 75, le statut personnel, c'est... Bon, dans le cas de l'Algérie coloniale, une personne, pour accéder à la qualité de citoyen français, tout le monde était français par définition en termes de nationalité, hein, mais pour la citoyenneté, pour accéder à la qualité de citoyen français, il fallait renoncer à l'islam. Donc, parce qu'on renonce au statut personnel musulman. Pas l'islam en tant que religion que vous pratiquez dans votre cœur, etc. Mais le statut personnel musulman, c'est-à-dire le relevé du droit islamique. Donc il y a eu assez peu de personnes qui ont utilisé cette clause, qui ont opté pour la citoyenneté. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu un travail récent de Patrick Veil qui a regardé tous les dossiers. Ils sont assez peu nombreux. Mais ça, c'est la question du statut personnel et qui est différent de la religion à proprement parler. C'est vous placez sous l'empire d'une loi qui est une loi religieuse. Comme vous avez, par exemple, dans un État comme le Liban, où vous avez plusieurs communautés religieuses superposées, il y a une loi qui vaut pour tous, assez limitée, rationnée, matérielle, au plan matériel, et puis après, chaque individu obéit à la loi de sa communauté religieuse sur le terrain de l'état des personnes. Le mariage, le divorce. Donc c'est un découplage. L'état des personnes, ce qu'on appelle l'état des personnes, quand on a un système de statut personnel, l'état des personnes relève d'une communauté et n'est pas fixé par l'État. Mais alors après, sur la question de la carte d'identité, je ne peux pas vous répondre plus précisément. Je ne sais pas, je chercherai, je ne sais pas. Mais il est bien certain que oui, il y avait un statut particulier pour les musulmans d'Algérie, puisqu'ils étaient musulmans d'Algérie, c'est-à-dire qu'ils n'accédaient pas à la citoyenneté pleine et entière. Bonjour, je vous remercie pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question qui m'interpelle depuis que je suis lycéen, en fait. Quand on regarde la Charte de la laïcité, en son premier article, il est mentionné que la France était indivisible. Et on se rend compte qu'on a encore l'application du Concordat, qui un peu est contradictoire un petit peu avec les 4 principes de la laïcité, notamment le financement par l'argent public de lieux de culte, notamment les écoles confessionnelles. Là-bas, en Alsace-Moselle, l'État finance encore toujours l'enseignement catholique ou religieux. Est-ce que c'est toujours le cas ou pas? Parce que c'est vrai que ça me pose question. Ah non, l'État ne subventionne en aucun cas l'enseignement catholique. La loi Debré, qui donc permet ce qu'on appelle le contrat d'association entre des établissements confessionnels, généralement catholiques, mais pas seulement, et l'État. Donc c'est pas l'établissement qui est placé sous contrat d'association, ce sont des classes qui sont placées sous contrat d'association. Cela permet effectivement un financement public du fonctionnement de ces classes. Les professeurs sont agents publics, enfin bon, leur statut est assez rocambolesque, en tout cas ils sont payés par l'État. Et le financement est public. Mais ce qui est financé par l'État, c'est exclusivement l'enseignement des programmes de l'éducation nationale. Exclusivement. Par ailleurs, dans ces établissements, quand il y a un enseignement religieux, il doit être facultatif, ça c'est une évidence. D'ailleurs, en général, il est assez peu dispensé, mais il est facultatif, il est proposé aux élèves, et en aucun cas, il y a un gramme d'argent public qui va là-dedans. En aucun cas. Non, là, il y a un contresens sur cette loi Debré que je vois très souvent dans la littérature britannique, par exemple, mais on peut critiquer la loi Debré sur plein de terrains, mais pas sur ce terrain-là, parce qu'on n'a jamais pris, si je puis dire, la main dans le sac des établissements confessionnels qui utiliseraient l'argent de l'État pour financer un pèlerinage à Lourdes. Ça s'est jamais vu. Je crois que la question de monsieur portait sur le statut particulier de l'Alsace. Le statut particulier de l'Alsace. Pardon ? Excusez-moi, vraiment, j'entends pas bien. Ces masques, ça me rend dingue. Je crois que la question de monsieur portait plutôt sur le statut particulier de l'Alsace.
Ah, excusez-moi, vous avez parlé de l'Alsace. Alors, l'Alsace-Moselle, c'est un statut particulier, en effet, puisque lorsque la loi de 1905 a été promulguée, l'Alsace et la Moselle n'étaient pas françaises. Elles faisaient partie du territoire du Reich. Elles étaient donc, c'était pas des provinces françaises, des départements français, pardon. Lorsqu'elles sont revenues à la France en 1918, le statut juridique a été réglé par deux lois, une de 1918, une de 1924, et il a été décidé de maintenir ce qu'on appelle le droit local dans un certain nombre de matières. Le droit des associations en Alsace-Moselle n'est pas celui de la France de l'intérieur. Le droit de la sécurité sociale n'est pas celui de la France de l'intérieur. Et le droit des cultes reconnus a été maintenu. Vous avez donc toujours 4 cultes reconnus en Alsace-Moselle. Exactement, si vous voulez, on a figé dans le marbre ce que nous avions avant la séparation en 1905. Eux, ils sont comme en 1905. Si vous voulez faire un voyage dans le temps, si vous voulez savoir ce qui se passait avant 1905, eh ben vous allez à Strasbourg. Voilà, vous faites un voyage en arrière et vous retrouvez exactement ce qui était avant. Alors avec on le voit bien, le caractère inégalitaire de ce régime de culte reconnu, on le voit très bien maintenant, puisque les musulmans, qui n'existaient pas en Alsace-Moselle avant 1905, aujourd'hui ils existent assez fortement, mais alors eux ne pourront jamais être un culte reconnu au sens du droit alsacien-mosellan, parce que le Conseil constitutionnel a dit, ok, on peut garder, on peut figer le droit local, mais on ne peut jamais le modifier dans un sens qui accroîtrait la différence avec le droit commun. Donc, le Conseil constitutionnel a autorisé le maintien, mais pas l'accroissement du particularisme. Dès lors, ouvrir le système de culte reconnu au culte musulman, ce qui serait sur le papier assez logique, enfin en tout cas si on veut aller vers plus d'égalité entre les cultes, c'est impossible. Parce que ça, vous comprenez bien que ça accroît le particularisme, ça ajoute un culte reconnu, donc on ne peut pas le faire. Tout ce que peut faire le législateur, c'est aller dans le sens d'un alignement sur le droit commun. On ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça que j'entends souvent j'entends très souvent, mais même des députés qui disent, vous savez qu'il y a ce système éternel de formation des imams en France, et donc beaucoup disent, évidemment, on ne peut pas faire une université théologique, un centre de formation d'imams financé publiquement en France métropolitaine, en France de l'intérieur. Faisons-le à Strasbourg. Mais les gens n'ont pas l'air de se rendre compte que si on le fait à Strasbourg, on accroît le particularisme du droit local et donc on heurte la jurisprudence constitutionnelle. On ne peut pas le faire. Donc voilà, c'est une relique du passé. Si vous voulez voyager plus loin que dans le temps que 1905, vous pouvez aller en Guyane. Là, vous voyagerez plus loin d'abord, évidemment, géographiquement, mais là, vous allez remonter à Charles X. Parce que en Guyane, c'est une ordonnance de Charles X qui organise les relations entre le département et le culte, et un seul culte là, le culte catholique romain. L'évêque est un fonctionnaire de catégorie A. Les curés sont des fonctionnaires de catégorie B et ils sont payés par le département. Ce sont des personnels départementaux, des agents départementaux. Et c'est cette ordonnance de Charles X qui érige en quelque sorte le catholicisme en religion, alors non pas d'État, mais en religion départementale, si on peut dire, et qui a un statut de culte reconnu. Bon, ça, ce sont des particularismes. Alors vous avez raison, au regard du caractère indivisible de la République et de l'unicité de la loi commune, ça pose question. Mais vous savez, le particularisme du droit ultramarin, il est gigantesque. On pourrait donner plein d'autres exemples de particularisme. Hein. C'est un peu un mythe, l'idée sur laquelle la France, ou le jacobinisme, je ne veux voir qu'une seule tête, etc. C'est un peu un mythe. Quand on regarde dans le détail, en fait, c'est un droit assez accueillant à la différence et aux différences, y compris sur un terrain normatif. Dès lors qu'elle ne heurte pas trop profondément l'égalité. Écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je crois qu'il était prévu, chers collègues.